Alors en effet, moi j'ai été détenu à Guantanamo, mais la question que vous allez vous poser, évidemment, c'est comment j'en suis arrivé là. Et pour cela, il va falloir... alors je vais vous raconter le parcours, mais je vais pour cela devoir vous expliquer aussi le contexte dans lequel je suis parti, vous parler de ma famille aussi, l'état d'esprit aussi dans lequel j'étais, parce que je pense que tous ces éléments sont très importants, tous ces détails sont importants pour que vous puissiez comprendre un peu mieux les choses. Alors évidemment, mon histoire est atypique, particulière, elle s'inscrit aussi dans un contexte particulier, et il ne faut pas aussi tenter d'y voir là une explication à tous les départs de jeunes vers le djihad. Je pense qu'il y a autant de motivations et d'histoires que d'individus. Enfin voilà. Donc moi j'ai grandi au quartier des Maguettes, c'est la première photo que vous voyez sur le diapo. Alors c'est très grand les Maguettes, c'est ce qu'on appelle les grands ensembles, alors on ne voit pas tout sur la photo, ça continue encore. Et alors voilà à quoi ça ressemble à les Maguettes. Alors c'est un quartier dans lequel je vis toujours, donc c'est cette forêt de Tours. Donc voilà où j'ai grandi, mais pourquoi je vous parle des Maguettes? C'est aussi connu pour ça, parce que dans les années 80, il y a une marche pour l'égalité contre le racisme qui est partie de ce quartier. Donc je m'en souviens. Bon, évidemment, j'étais très jeune moi, à l'époque, mais c'est parti du quartier. C'était des jeunes du quartier qui avaient estimé, à cause de crimes racistes, de violences policières, etc., de manifester de manière pacifique en disant on va marcher pour dénoncer le contexte dans lequel on est. Et puis surtout, ils voulaient être considérés Français comme les autres. C'était leur motivation principale. Et donc ils sont partis du quartier. Ils n'étaient pas plus d'une quarantaine au départ. Ils sont descendus à Marseille et puis ils ont dit on va marcher, on va expliquer notre démarche. Et au fur et à mesure qu'ils avançaient, ils étaient de plus en plus nombreux, puis les médias aussi sont intéressés à leur démarche. Alors ça avait plutôt bien marché, parce que quand ils sont arrivés à Paris, ils étaient préparés. Ça avait suscité évidemment beaucoup d'espoir de leur part, en se disant, ben voilà, on peut changer les choses, sans s'énerver. Même si le problème a continué après. Alors, on a eu des émeutes dans les années 80 à Vénissieux. Enfin, les problèmes ont continué. Ils ont évolué dans d'autres formes, mais les problèmes ont continué. Enfin, voilà un peu le contexte dans lequel j'ai grandi. J'ai grandi aussi dans une famille religieuse. Mon père était imam dans la mosquée du quartier. Et dans les années 90, alors en plus d'être imam, il était aussi engagé dans l'humanitaire. C'est-à-dire qu'il avait créé une association, il avait acheté un camion, il avait mis des vêtements et des médicaments, et il allait en Bosnie. Il y avait une guerre, évidemment, à ce moment-là, dans les années 90. Et mon père avait décidé d'aller aider les Bosniaques, qui étaient à majorité musulmans, avec d'autres habitants du quartier. Donc il a été plusieurs fois. Et lors d'un troisième, je crois, ou un quatrième voyage, alors moi j'étais très jeune, il a été capturé par les Serbes sur le chemin du retour, qui avait estimé qu'il était parti finalement aider le camp ennemi. Alors évidemment, on était très inquiets à la maison, on n'avait plus de nouvelles de mon père. Il y avait le maire de la ville qui s'était mobilisé, il y avait les jeunes du quartier qui avaient créé un comité de soutien. Ils estimaient que cette situation était injuste. Il y avait même le Quai d'Orsay aussi qui s'était mobilisé, qui nous donnait des nouvelles régulièrement, et qu'au bout de 9 mois, il a été libéré. Alors moi j'avais 13 ans à l'époque, moi je voyais mon père comme un héros. C'était celui qui était parti aider les Bosniaques. Mais évidemment je me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que papa il est parti en Bosnie? Qu'est-ce qu'il est parti faire là-bas? Et puis pourquoi la Bosnie? Puis un conflit après tout, qu'est-ce que c'est? Si on veut aider son prochain, on peut le faire à côté, on n'est pas obligé d'aller de l'autre côté, d'aller aussi loin. Enfin, j'ai commencé à me poser un certain nombre de questions. J'ai grandi, alors j'ai deux grands frères, qui est beaucoup plus grand que moi, qui s'appelle Hakim. Hakim, lui, à partir de ce moment-là, il avait 10 ans de plus que moi, à peu près, un peu plus de 10 ans de plus que moi. Et Hakim avait décidé de beaucoup voyager. Il voulait faire comme papa. Il a dit, voilà, je vais voyager, j'ai envie de voyager, j'ai envie de voir le monde, j'ai envie de voir les autres communautés, etc. Et il s'est mis à beaucoup voyager. D'ailleurs, il allait partout. Il était jusqu'en Russie, il a été dans des pays arabes aussi. Il a même été en Syrie, d'ailleurs. À l'époque, la Syrie, c'était bien. Il a été en Afrique, enfin, il voyageait beaucoup. Il partait des fois 6 mois, 1 an, il revenait, il ramenait des photos, il faisait des rencontres extraordinaires, c'était un aventurier. Et à chaque fois, il revenait, il m'en parlait. Et puis, malheureusement, il a aussi vécu à Londres. Et à Londres, il y a fait des rencontres toxiques qui lui ont parlé d'Afghanistan. On est fin des années 90, et mon frère décide d'y aller, et quand il revient, il m'en parle. Il me dit, voilà, Mourad, j'étais en Afghanistan, et pour moi, ça a été une révélation. J'ai vu comment fonctionne un État islamique, mais de mon point de vue, un vrai État islamique. Pour moi, c'est comme ça que l'islam devrait être appliqué. C'est les talibans, c'est le vrai islam, c'est pas comme en France. Et puis j'ai fait des rencontres, ça m'a changé, ça m'a apporté beaucoup de choses. J'ai appris la religion, etc., etc.
Et puis je constate que toi, Mourad, quand il m'en parle, j'ai 17 ans à l'époque, il me dit, Mourad, toi, tu n'es pas très pratiquant, tu ne pries pas, tu ne vas pas à la mosquée, tout ça, c'est pas sérieux. Tu devrais aller en Afghanistan, ça va te faire du bien, au moins pour ta foi. Alors évidemment, moi, l'Afghanistan, déjà, en plus de ne pas être très pratiquant, l'Afghanistan, l'image que j'en avais, évidemment, c'était celle-là. C'était les talibans qu'on voyait à la télévision, c'est des images qui circulaient, on voyait tabasser des gens avec des bâtons, ceux qui n'allaient pas à la mosquée, et puis ces femmes entièrement voilées. Donc je lui dis à mon frère, les talibans, quand même, ça me fait peur, quoi. C'est des gens très durs. Et donc mon frère me rassure en me disant, mais non, les talibans, ils ne sont pas aussi méchants. C'est les médias qui diabolisent. Mais non, les talibans, ils ne sont pas comme ça, c'est pas vrai. Vraiment, tu n'as rien à craindre de ce côté-là. Puis regarde, moi je suis parti, je suis revenu, ils m'ont pas embêté. Ils ne parlent pas avec les étrangers d'ailleurs. Alors le problème, c'est que à cette époque-là, moi j'étais jamais sorti du quartier déjà, du quartier des Maguettes, j'avais jamais voyagé de ma vie. Puis depuis tout petit, je vois Hakim faire le tour du monde. Mais vraiment le tour du monde. Puis vous avez vu, les Maguettes, c'est une forêt de tour. Donc quand mon frère vient me parler de l'Afghanistan, en même temps, j'ai voilà l'occasion de voyager. Alors évidemment, je savais bien que c'était pas un pays comme un autre. Mais c'est ça qui rendait la chose aussi excitante. On était dans un contexte d'avant septembre, alors moi le Ben Laden, Al-Qaïda, tout ça, je ne connaissais pas, mais après tout l'Afghanistan, j'en avais une image, enfin pour moi c'était un pays fascinant, c'était des montagnes, c'était, enfin surtout lui quand il me décrivait ce pays-là. Et donc à force de m'en parler, il m'en parle pendant des semaines, je commence à trouver ça attirant, en tout cas à y réfléchir sérieusement. Puis il me dit, j'ai réussi à convaincre un autre jeune du quartier qui s'appelle Nizar. Nizar, je connais Nizar parce que c'est grand frère d'un ami d'enfance. Et puis il me dit, tu sais, Mourad, pour aller en Afghanistan, il faut passer par Londres, le Pakistan et l'Afghanistan. Donc moi qui n'ai jamais voyagé, là, c'est plus un simple voyage, c'est la grande aventure. Et donc je dis, après tout, ça doit être un truc de dingue. Et puis c'est vrai qu'à l'époque, il y en avait des gens qui allaient en Afghanistan et puis qui revenaient. D'ailleurs, ils n'étaient pas embêtés par les autorités. Mais quand on le savait dans le quartier, ça faisait quelque chose. Ah, tel est revenu d'Afghanistan, il y avait une espèce de... on pouvait se la raconter, quoi. Enfin bref, pour toutes ces raisons, je commençais vraiment sérieusement à trouver ça excitant. Alors moi, j'étais agent de médiation à l'époque. Je travaillais avec les jeunes, j'aimais ça. Donc je dis à mon frère, je veux bien, c'est vrai, t'as raison, ça doit être un truc de dingue. Et surtout quand mon frère me dit, c'est maintenant ou jamais. Je sais pas, quand il a dit cette phrase-là, ça a accéléré le feu. J'avais encore plus envie de partir. Et donc je dis à mon frère, je veux bien partir, mais je pars de moi, je reviens en septembre. Donc mon frère me dit, il n'y a pas de problème, tu prends un billet ouvert. Je m'occupe des papiers d'ailleurs, vraiment, t'as rien à faire, je m'occupe de tout, t'occupes de rien. J'ai des amis là-bas, j'ai gardé des contacts là-bas, j'ai même des gens qui peuvent t'héberger. Donc vraiment, t'as rien à faire. Et donc je pars avec Nizar, on est en juin 2001. On passe par Londres, ça se passe bien, c'est bien à Londres d'ailleurs, on est hébergé, on se balade à Rawalpindi, pardon, ça s'appelle, Finsbury Park à Londres, etc. Et puis on prend l'avion, et là on arrive au Pakistan. Et là, le Pakistan, c'est le dépaysement total. Et là, vraiment, c'est un autre monde pour nous. C'est un autre pays, on va à Islamabad, à Rawalpindi, à Peshawar. Et puis là, il y a un Pakistanais qui nous attend, qui s'appelle Mohamed, et qui est prévenu de notre arrivée. Donc Mohamed dit, c'est moi qui vais vous emmener en Afghanistan. J'ai été prévenu de votre arrivée, donc reposez-vous à l'hôtel, et puis demain, je viens vous chercher, et puis on va prendre un taxi. Donc le lendemain, on prend un taxi, puis au bout de quelques heures de route, il nous dit, voilà, on est arrivé dans la ville de Jalalabad. Alors moi, je suis très étonné. Il me dit, ça y est, on est arrivé en Afghanistan. Donc je lui dis, mais comment ça? Enfin, en général, quand on va d'un pays à l'autre, il y a une barrière, il y a des frontières, il y a quelque chose. Et là, il me dit, non, on est arrivé. Enfin, j'étais étonné de la facilité avec laquelle on était rentré dans ce pays. Et donc, on arrive dans une maison. Alors j'ai découvert ça, c'est qu'en Afghanistan, il y avait ce qu'on appelait des modes d'affaires, des maisons d'accueil qui étaient classées par nationalité. Il y avait la maison des Algériens, des Tunisiens, des Marocains, des Yéménites, des Saoudiens, etc. Là, c'était très organisé. C'était des maisons dans lesquelles on était nourris et logés gratuitement. Et donc, nous, on arrive dans la maison des Algériens. Mohamed nous dit, vous allez dans la maison des Algériens. Alors tout de suite, je lui dis, mais mon frère m'avait parlé d'un ami à lui qui s'appelle Abou Mordian, un Algérien, c'est chez lui qu'on devait aller. Et donc, il nous explique. Il nous dit, non, non, c'est pas comme ça. Vous allez dans la maison des Algériens, d'une part, parce que vous ne parlez pas l'arabe, et les Algériens sont généralement francophones. Donc, pour communiquer, c'est mieux. Et puis, il y a les talibans qui ont mis ça en place. Tous les jeunes qui viennent doivent forcément passer par ces maisons. C'est le système qui est comme ça, c'est les talibans qui ont imposé ça. Vous n'allez pas où vous voulez. En tout cas, dès notre arrivée, on est pris en charge. On n'a pas trop le choix. Mais après tout, c'est pas un problème, parce que ces Algériens sont plutôt gentils avec nous. Donc ils nous accueillent et puis ils nous expliquent, ils nous disent, on est content de voir des jeunes comme vous. Des Européens qui sont partis, on est content de les voir. Vous avez bien fait de quitter la France. Vous allez faire des rencontres, vous allez voir,
vous allez apprendre des choses, ça va être bien. Puis on se balade au souk avec Nizar. Donc ça c'est à quoi ça ressemble le centre-ville, donc le souk, etc. Alors l'ambiance elle est particulière. Hein. On n'avait pas le droit de se balader par exemple. La barbe, c'est interdit de ne pas avoir de barbe, par exemple en Afghanistan. Alors, il nous explique que pour aller au marché, il faut mettre un foulard pour cacher son menton. Parce que ça peut faire des problèmes. Évidemment, c'est particulier. Et puis moi, le pire, c'est pas ça, c'est que quand j'ai été dans ce souk, mon foulard a glissé. Il y a des villageois qui avaient vu que j'avais pas de barbe. Donc j'ai été pris à partie, puis on a dû expliquer que j'étais nouveau. Donc voilà, c'est pour vous montrer un petit peu l'atmosphère particulière. Et puis au bout de 2 jours, il y a Mohamed qui refait son apparition et qui nous dit voilà, je vais vous emmener dans la ville de Kandahar. J'ai pour mission de vous emmener dans la ville de Kandahar. Kandahar, c'est pas comme Jalalabad. C'est une ville qui est très désertique, c'est plus au sud de l'Afghanistan. Voilà, c'est pas la même ambiance, c'est pas pareil que Jalalabad. Vraiment, c'est pas pareil. Même le souk, etc. Enfin, c'est beaucoup plus dur pour les conditions de vie, le climat, etc. Enfin, tout est différent. Mais à Kandahar, il y a une autre mode d'affaires qui est beaucoup plus grande que celle de Jalalabad, mais vraiment beaucoup plus grande. Il y a au moins 300-400 jeunes, de toutes les nationalités. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Des jeunes de tous les âges d'ailleurs, il y avait même des gamins de 15 ans, 16 ans, enfin vraiment des gens du monde entier. Et dans cette mode d'affaires, alors on arrive avec Nizar et puis on essaye de trouver des gens qui parlent français, enfin pour s'orienter, faire des rencontres, etc. Puis on fait la rencontre d'un Algérien qui s'appelle Samir, donc il nous explique, il nous dit il faut que tu choisisses un groupe. Ça va être plus facile pour vous repérer, donc tu choisis un groupe et tu restes avec ce groupe-là. On passe une nuit dans cette maison, et puis le lendemain on voit ce groupe-là qui prend un bus. Je dis à Samir, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc Samir nous dit, tu restes avec ton groupe, tu lâches pas ton groupe, tu restes avec eux. Donc on est monté dans le bus avec eux. Et puis au bout de quelques heures de route, donc au milieu du désert, déjà que c'était une ville désertique, mais là vraiment on s'enfonce au milieu du désert, et puis on arrive dans un endroit où là pour le coup il y a des militaires. Il y a une barrière. Et donc il y a des militaires en ville qui nous disent, bienvenue, vous êtes au camp Farouk. Ici c'est un camp d'entraînement militaire. On apprend à se battre. Alors, les conditions étaient très difficiles. Il y a des maisons en terre, des tentes, une mosquée, puis des pierres, il n'y a rien d'autre. Et donc ces personnes nous expliquent qu'ici c'est un camp d'entraînement militaire, on apprend à se battre. Ils nous disent qu'en islam, tous les musulmans devraient savoir se battre. C'est une obligation religieuse, c'est le prophète qui l'a dit. Et puis, on ne sait pas si vous êtes au courant, mais il y a les talibans qui combattent au nord de Kaboul, ce serait bien d'aller les rejoindre, d'aller combattre à leur côté, de défendre cet État islamique. Alors évidemment, moi et Nizar, dès qu'on a appris cette chose, non seulement les conditions étaient très difficiles, mais a priori c'était dangereux. Mais surtout la crainte qu'on avait, c'était si on nous apprend à nous battre, qu'est-ce qu'on va nous demander derrière, certainement d'aller combattre. Alors non seulement elle n'était pas venue pour ça, mais on avait aussi peur pour on avait peur pour nous. Et donc on leur a expliqué qu'on ne voulait pas faire cet entraînement-là. Donc il nous a dit, vous n'êtes pas content, vous allez voir l'émir du camp, vous lui demandez, c'est lui qu'il faut demander l'autorisation. Donc avec Nizar, on va voir cet émir et puis on lui explique qu'on ne veut pas faire cet entraînement-là. Il nous dit, mais pourquoi est-ce que vous ne voulez pas le faire? Vous n'allez pas désobéir à Dieu, et puis vous êtes en bonne santé. Pour nous, il y a que ceux qui sont malades qui ne peuvent pas faire cet entraînement. Et puis il y a un entraînement de base qui s'appelle Taksisi en arabe, c'est un entraînement qui dure 60 jours. Donc il y a un entraînement de 60 jours. Quand vous l'aurez fait, après vous ferez ce que vous voulez. Mais pour l'instant, c'est comme ça. La règle, elle est comme ça. Puis on en a marre de voir des jeunes comme vous qui ne veulent pas faire l'entraînement. Surtout vous les Européens. C'est toujours vous qui se plaignez en premier. Et donc, avec Nizar, on n'a pas trop le choix. Et puis il y a une atmosphère qui est quand même... c'est presque la contrainte, parce que non seulement il y a des punitions si on ne veut pas faire les entraînements, mais aussi des rumeurs de personnes qui ont été exécutées parce qu'elles avaient été considérées comme étant des espions. Donc on ne se la ramène pas trop avec Nizar. On fait cet entraînement-là, puis on se dit après tout on verra. Et l'entraînement commence, donc c'est de la randonnée, il est très chaud évidemment. Il y a un parcours, un petit peu comme sur les photos. Donc voilà, hein, c'est pas la colonie de vacances. Et puis surtout, alors il y a l'entraînement au maniement des armes, comme démonter une Kalachnikov, lancer des grenades, tirer au lance-roquettes. Alors moi dans ma tête, évidemment la guerre c'était un petit peu comme dans les films. La représentation que j'avais de la guerre, c'était deux camps qui s'affrontaient avec des mitraillettes. Et puis là, les gens du camp nous expliquent que non. Que les musulmans sont faibles et que leurs ennemis sont tellement puissants que tous les coups sont permis. Tout devient asymétrique. Il y a des cours, par exemple, on nous apprend à comment faire exploser des charges explosives.
comment faire exploser une charge de TNT à l'aide d'un détonateur, comment fabriquer même un détonateur avec de l'électronique. Et donc il nous explique que tous les coups sont permis, même les attentats sont un outil comme un autre. En tout cas, on comprend bien là, en tout cas, non seulement ça casse nos représentations, mais là on bascule réellement dans le... Moi je découvre cet nouvel univers qui est celui du terrorisme. Surtout quand le soir à la mosquée il y avait des discours religieux. Il y avait des religieux qui venaient faire des discours, qui venaient expliquer ce que c'était que le djihad, pourquoi il fallait faire le djihad. Mais surtout, alors il y a des imams qui venaient faire des discours. Et il y en a un qui vient un jour, mais lui, cet imam-là, je vois bien qu'il n'est pas comme les autres. Je ne sais pas qui c'est, mais je vois bien qu'il n'est pas comme les autres, parce que déjà, dès qu'il arrive, tout le monde est super excité. Tout le monde dit, voilà, il arrive, vraiment, tout le monde est super excité. Et même la mise en scène. Il est dans un camion, vitre teintée, et puis il y a plusieurs camions devant, derrière, on ne sait pas. Ça tourne comme ça, etc. Il arrive, il se gare, et puis il sort de sa voiture, il a ses gardes du corps. Puis tout le monde est super excité, se précipite vers lui, lui serre la main. Je ne sais pas qui c'est, mais je vois bien visiblement que c'est quelqu'un d'important. Et il vient faire son discours. Il vient expliquer que les attentats suicides, c'est bien. Cette personne-là, c'était Oussama Ben Laden. Il était venu avec son numéro 2, Ayman al-Zawahiri, et il était venu expliquer, il nous disait, vous les jeunes, n'ayez pas peur de commettre des attentats suicides, même si vous êtes jeunes. C'est un outil très efficace. Et puis, il faut se concentrer sur les Américains, c'est les chefs des mécréants, il faut se concentrer sur eux, en priorité. Et puis, on faisait visionner aussi des vidéos dans cette mosquée. Alors, Nizar, entre-temps, il est tombé malade à cause de la difficulté d'entraînement, il est parti à l'hôpital. Alors moi, j'ai dû rester, finir l'entraînement. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au bout de 60 jours, l'entraînement se termine. Alors évidemment, il nous laisse repartir. Alors on n'a pas traîné. J'ai été chercher Nizar, j'ai lui dit on rentre à la maison. Et franchement, ça craint. On voulait des choses à raconter, on en a plein. Voilà. Bon, on racontera peut-être pas tout. En tout cas, je lui dis à Nizar, on rentre à la maison. Et Nizar me dit oui, t'as raison, bien sûr, on s'en va. Donc on repart à Djalalabad, de la ville, on avait laissé nos passeports et nos affaires d'ailleurs. On récupère nos affaires et puis on explique à ces Algériens qu'on veut rentrer chez nous. Et donc ils nous disent, ben non, papa, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? On a encore nos billets d'avion et nos passeports et puis on a juste à rentrer au Pakistan. Et ils nous disent, vous n'avez pas entendu ce qui vient de se passer? Ben non, on n'a pas entendu, qu'est-ce qu'il y a? Bah écoutez, évidemment en Afghanistan, il n'y a pas la télé ni l'internet. Donc pour s'informer, il n'y a que la radio. Et donc à la radio, on a appris qu'il y avait une attaque aux États-Unis. Il y avait 2 tours qui étaient excités. Il y avait 2 avions qui avaient frappé les tours du World Trade Center à New York. Alors quand on n'a pas les images, c'est difficile de s'imaginer. Et puis, en tout cas, à la radio, on entend parler de plusieurs milliers de morts, et puis on entend dire que la personne qui a revendiqué cet attentat s'appelle Oussama Ben Laden. Je lui dis, Ben Laden, c'est qui? Il me dit, c'est l'imam que tu as vu dans le coin, c'est lui. C'est lui qui a revendiqué cet attentat. Alors maintenant, les Américains vont se venger. Donc s'il y a bien un endroit où il ne fallait pas se trouver à ce moment-là, c'était bien celui-là. Et donc, les Algériens nous disent, ben maintenant, le pays est en état d'alerte. Les Américains vont se venger, ils vont intervenir. Donc la frontière, elle est fermée. C'est pas le moment de bouger, surtout pas maintenant. Donc on attend, on va voir comment les choses vont évoluer. Et en effet, les Américains interviennent très vite. Ils commencent à bombarder. Alors au début, ils bombardent avec des missiles, et puis après, c'est les B-52 qui font leur apparition. Alors, un bombardement, c'est impressionnant quand on n'a jamais vécu ça. Les bâtiments qui explosent, le ciel qui devient rouge, le sol qui tremble, et puis des victimes, bien sûr. Les Américains, ils n'ont pas de main morte. Et puis les talibans perdent du terrain, ils perdent des villes. Alors, il y a Massoud, le commandant Massoud, qui a été assassiné 2 jours avant le 11 septembre. Et ses troupes, l'Alliance du Nord, non seulement voulaient récupérer, donc considéraient que évidemment les talibans étaient leurs ennemis, mais que nous aussi. Ils considéraient que nous, on était des sympathisants des talibans, qu'on faisait partie du même groupe. Et donc, quand ils récupéraient des villes, quand ils ont récupéré Kaboul et Kandahar, ils revenaient vers... On avait des informations comme quoi ils arrivaient à Djalalabad, donc c'était dangereux pour nous. Surtout le jour où les talibans se sont enfuis. À cause des bombardements, les talibans sont partis de Djalalabad. Ils nous ont laissé, nous, les villageois, au milieu de tout ça. Vraiment, ils sont partis. Tous les talibans. Il n'en restait plus un. Il n'y avait plus personne pour nous défendre. Donc il y a la frontière au Pakistan qui est fermée, on a les bombes sur l'hôtel, et puis il y a les lances du Nord qui arrivent. Bon ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec tout ça? Donc on discute avec les villageois, on dit bon, on va trouver un chemin par les montagnes, un petit peu comme on est arrivé, c'est la seule solution pour s'en sortir.
On prend des provisions, des affaires, etc. Et puis on décide de marcher par les montagnes. Alors ça va prendre des semaines évidemment, et puis il y a l'hiver qui avance, et puis on avance, puis on grimpe dans ces montagnes, et puis il fait froid. On monte en altitude, il y a de la neige, il y en a certains qui meurent de froid, il y a des vers de Français qui sont morts de froid. Il y a eu un reportage sur eux, j'avais l'oiseau et sa mère Ferraga. En tout cas, nous, avec Nizar, alors les bombardements continuent même dans les montagnes. Hein. Mais par miracle, moi et Nizar, on a réussi à s'en sortir, au bout de plusieurs semaines. Et là, on est heureux. On arrive dans un village au Pakistan. Alors là, c'est la fin du cauchemar. On a survécu. On fait partie des miraculés. Et là, on est super contents, d'autant plus que ces villageois sont très gentils avec nous. Ils nous donnent à manger, et puis ils sont gentils, ils nous hébergent chez eux. Donc on leur explique, on leur dit qu'ils pouvaient nous aider à aller à Islamabad, pour qu'on puisse prendre notre avion pour rentrer chez nous. On avait encore nos passeports et nos billets d'avion. Donc les villageois nous disent, oui, il n'y a pas de problème, ils sont super gentils ces villageois. Oui, venez à la mosquée du village. Vous appelez tous les villageois qui sont avec vous, venez à la mosquée, on va faire une réunion. Donc on arrive à la mosquée, et là, bizarrement, les villageois nous enferment dans la mosquée. Ils mettent un cadenas, des chaînes et ils nous enferment. Alors on ne comprend pas ce qui se passe. Puis là, on va débarquer les forces spéciales pakistanaises. Et là, elles viennent, elles nous capturent, elles nous mettent une cagoule sur la tête, elles nous attachent avec des cordes et nous jettent dans des camions. Alors là, on ne comprend pas qu'est-ce qu'on a fait. Parce que c'est le fait d'avoir passé la frontière illégalement, c'est quand même largement disproportionné. Enfin, on ne sait pas ce qui se passe. On arrive dans une caserne militaire au Pakistan, et puis les Pakistanais sont très violents avec nous. Ils sont assez violents d'ailleurs. Enfin, ça se passe mal. Vraiment, au Pakistan, ça se passe mal. On n'a pas d'explication, on ne sait pas ce qui se passe. Sauf au bout de 3 semaines. Il y a un militaire qui vient nous voir et qui nous dit, voilà, on va vous expliquer ce qui se passe. En fait, on vous a capturé parce que les Américains nous proposaient $5 000 par personne. Et donc on a accepté. On va vous remettre demain aux Américains. Vous débrouillerez avec eux, c'est plus notre problème. Pour cela, il faut qu'on vous prenne en photo 2 par 2. Alors, je sais que je suis difficile à reconnaître. Pour moi, vous avez le droit de rigoler avec les marrants de cette photo. Alors ça, c'est à la prison au Pakistan. Donc c'est la fameuse photo qu'avait prise ce militaire. C'est la veille de notre remise aux Américains. Par miracle, je suis tombé sur cette photo. Enfin, je vous raconterai peut-être l'histoire de cette photo tout à l'heure. Bon, en tout cas, le lendemain, on est revenu aux Américains. Moi, je suis content quand j'entends parler des Américains. Je me dis quand même, c'est pas les Pakistanais. Je vais rentrer mon passeport français, ils vont voir que je suis français, ils vont me remettre à la France. C'est une démocratie, tout ça. Alors, les Américains, le lendemain, le problème, c'est qu'ils sont plus violents que les Pakistanais. En tout cas, autant. Puis ça recommence, la cagoule sur la tête, on l'a attaché avec des cordes. Sauf que là, on n'est plus attaché dans un camion, on l'a attaché dans la cabine d'un avion. Alors là, on est inquiet. Qu'est-ce qu'ils vont faire de nous, les Américains? Qu'est-ce qu'on leur a fait? On s'imagine le pire dans ces conditions, évidemment. Est-ce qu'ils vont nous jeter de l'avion? Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi eux nous traitent mal, enfin, les Pakistanais? Enfin, je dis rien quand t'es Pakistanais, hein, c'est pas ça, mais c'est vrai que venant des Américains, c'était plus étonnant. En tout cas, moi, l'image que j'avais d'eux, dans les films, ils sont toujours gentils. Et donc, on arrive... en fait, les Américains nous ont renvoyés en Afghanistan. Ouais, ça faisait des semaines qu'on essayait de fuir, et voilà qu'ils nous ramènent là-bas. Le pire, c'est qu'ils nous ramènent dans la ville de Kandahar, la ville où il y avait le camp d'entraînement. En effet, les Américains l'avaient récupéré et avaient fait une base militaire dans cette ville, dans laquelle ils avaient mis une prison, fabriqué une prison, dans laquelle ils entassaient toutes les personnes qui capturaient un peu partout dans le monde. Et puis là commencent les premiers interrogatoires par la police militaire. Et donc ils nous expliquent un peu la situation. Ils disent voilà, on a eu un attentat le 11 septembre. Donc nous on a arrêté tout le monde et puis maintenant on verra. Mais il fallait normal, il fallait qu'on riposte. Pour nous, vous êtes tous des complices. Pourquoi vous êtes partis à l'Afghanistan? Vous faites tous partie d'Al-Qaïda. Alors moi je lui dis, mais Al-Qaïda c'est qui? Je dis, Al-Qaïda c'est toi. C'est vous Al-Qaïda? Ben oui, c'est tout votre groupe là. Et donc, au bout d'une semaine, donc ça recommence, la cagoule sur la tête et tout. Sauf que là on nous a rasé la tête et la barbe, on nous a mis un casque dans les oreilles, dans les yeux, on nous a mis des gants. On l'a attaché toujours dans un avion, sauf que là, ça ne va pas durer 2 heures, ça va durer 24 heures. Au bout de 24 heures, on arrive dans une base militaire américaine. Je me dis, bon, ça a duré 24 heures, il y a des militaires américains, à mon avis, on va être aux États-Unis. On arrive dans un camp, et puis là, les militaires, les Américains nous expliquent qu'on n'est pas aux États-Unis, on est à Cuba. On est dans une base militaire, dans une ville qui s'appelle Guantanamo.
Et donc les Américains nous disent vous êtes ici parce que à Guantanamo, les lois américaines ne peuvent pas s'appliquer parce qu'on est à Cuba. Mais les lois cubaines ne peuvent pas s'appliquer non plus parce qu'on est dans une base militaire américaine. Donc ici, on fait ce qu'on veut. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de droit. Et là, on se retrouve donc dans un premier camp qui s'appelle le camp X-Ray. Donc le camp X-Ray, ça ressemble à ça, c'est des cages en extérieur. Donc on a deux seaux, soit pour faire ses besoins, soit pour se laver. Donc c'est très humiliant évidemment de faire ses besoins dans un seau. On ne sait pas pourquoi on est là, on est dans une base militaire. Les Américains ne donnent aucune explication sur la raison pour laquelle on est détenu, ni combien de temps ça va durer. Enfin voilà, c'est très difficile. Vous n'avez pas le droit de parler, puis on est enfermé H24 dans cette cellule. Et puis on est transféré dans un autre camp au bout de 4 mois. Dans un autre camp, Manu Militari, dans le camp Delta. Et là, le camp Delta, c'est du costaud. C'est une prison qui est toute neuve. Les Américains l'ont fabriquée pour l'occasion. Donc on se dit, si les Américains ont fabriqué cette prison toute neuve, c'est pas pour qu'on y reste un petit moment. Puis même les cellules ne sont pas pareilles. Il y a un lit, il y a une toilette, il y a un robinet, enfin c'est du costaud. Et puis ça recommence, cette incertitude de l'avenir, on ne sait toujours pas pourquoi on est là, combien de temps ça va durer. Mais le plus dur, c'est pas ça, même si c'est déjà très difficile. C'est qu'en parallèle de cette détention qui est limitée, on a aussi interrogé. Il y a des salles d'interrogatoire dans lesquelles on est interrogé régulièrement par les Américains. Sauf que là, on n'est plus simplement interrogé par la police militaire, on est interrogé par la CIA, le FBI, les services de renseignement français d'ailleurs, enfin, un tas de gens. Et les Américains utilisent des techniques d'interrogatoire musclées. C'est comme ça qu'eux appellent ça. Les droits de l'homme, l'Organisation des droits de l'homme préfère parler de torture. Donc c'est des techniques que les Américains ont élaborées, comme la privation de sommeil par exemple. Toutes les demi-heures, on est changé de cellule. Donc c'est impossible de dormir. Toutes les demi-heures, on est changé de cellule, on est mis dans la cellule d'à côté. Donc évidemment, c'est impossible de dormir dans ces conditions. Donc dans une semaine, quand on est bien énervé, bien fatigué, on passe à l'interrogatoire. Il y a l'utilisation de la climatisation, le chaud, le froid, on le jetait de l'eau froide et puis on mettait la climatisation à fond et puis on pouvait nous laisser toute la nuit dans cette cellule. Il y avait aussi l'utilisation de la musique, les grosses enceintes qui étaient installées dans ces salles d'interrogatoire, avec la musique qu'on nous mettait près des oreilles, très très fort, et puis des flashs de lumière dans les yeux, les deux en même temps. Il y a donc le fait d'être menotté dans des positions douloureuses aussi, puis le coup des gardiens évidemment. Hein. Alors là, c'est une photo qui est à Abu Ghraib, mais on sait que le général qui était à Abu Ghraib, il était avant à Guantanamo, en 2002 et 2004, le général Miller. Donc il s'entraînait chez nous pour aller l'appliquer à Abu Ghraib. Et puis l'utilisation des chiens. Enfin, vous l'avez compris, les interrogatoires se passent mal, vraiment très mal. Alors s'il y a une bonne nouvelle, malgré tout, dans ce contexte très difficile, c'est qu'on a quelques informations, notamment grâce à la Croix-Rouge. C'est les seuls habilités à venir nous voir. Donc ils ont le droit de venir nous voir à condition qu'ils ne nous donnent aucune nouvelle de l'extérieur. Et donc ils nous expliquent qu'à Vénissieux, au quartier des Maguettes, il y a eu un comité de soutien qui s'était formé, un peu comme d'ailleurs à l'époque de mon père. Et donc ils avaient pris par exemple une grande banderole qu'ils avaient collée dans le bâtiment du quartier, on disait rendez-nous au Mourad Elisa, et puis ils ont pris des avocats. Donc ils se sont battus pour nous faire rapatrier en France. Et donc au bout de 2 ans et demi de détention, à Guantanamo, il y a un militaire américain qui vient me voir et qui me dit tu vas revoir tes amis français, tu vas rentrer en France. Alors moi sur le coup je ne le crois pas, je me dis c'est pas possible. Ça faisait tellement longtemps que j'attendais ça, et donc et puis parfois il y avait de fausses rumeurs aussi dans les camps. Donc moi je le crois que quand je suis dans cet avion, quand l'avion décolle et s'en va pour la France, donc l'avion décolle et là je suis dans l'euphorie. Je suis dans l'euphorie de la sortie, ça y est, je vais rentrer chez moi, le cauchemar est terminé. Je suis comme dans un rêve en fait. Je m'imagine un tas de choses, je vais descendre de l'avion, je vais serrer les parents dans mes bras, je vais rentrer chez moi. Un peu les images qu'on voit souvent d'otages libérés. Non, je pense que ça va se passer comme ça pour moi. Alors quand l'avion atterrit dans la base d'Évreux, une base militaire en France, l'avion s'ouvre et puis je descends de l'avion et là c'est pas ma famille qui est là. Non, c'est des policiers. Donc je descends de l'avion, il y a un policier qui s'approche de moi, qui me met des menottes et qui me dit « Monsieur, vous êtes placé en garde à vue ». Alors on va vous expliquer un petit peu la situation, nous Guantanamo, on ne veut pas en entendre parler, c'est pas notre problème, c'est le problème des Américains. Ici ça commence à zéro. Et puis quand on est venu vous interroger à Guantanamo, on nous avait parlé d'un camp d'entraînement. Et ça nous intéresse beaucoup. Et puis on va vous expliquer un petit peu par rapport à votre famille, parce que vous n'êtes pas au courant. Il s'est passé beaucoup de choses.
Alors, mon grand frère, là, quand vous étiez à Guantanamo, lui, il voulait partir faire le djihad. Et il avait essayé. Alors, cette fois, c'était la Tchétchénie, un pays de l'Europe de l'Est, il y avait une guerre là-bas. Et mon frère avait décidé d'aller faire le djihad là-bas. Donc, il est resté quelques jours en Géorgie, il a essayé d'y aller, mais il n'a pas réussi, puis il est rentré en France. Quand il est rentré en France, il a été arrêté par la police. Donc, on lui avait reproché des choses assez graves. Alors, non seulement, en plus du fait de m'avoir envoyé en Afghanistan et de lui-même avoir voulu aller faire le djihad, on lui avait aussi reproché d'avoir voulu préparer des attentats contre les intérêts russes pour la cause tchétchène. Il avait même évoqué à un moment des préparations d'attentats, on a même parlé de produits chimiques, enfin des choses très graves, vraiment très graves. Donc il a été incarcéré et mis en examen pour association de malfaiteurs. Et un an après, on a arrêté la majeure partie des membres de ma famille, parce qu'on avait estimé qu'ils étaient tous complices. Donc on a arrêté mon frère, mon autre frère, celui qui est entre les deux. On a arrêté mon père. Et puis on a arrêté ma mère. Ils ont tous été arrêtés et incarcérés et mis en examen pour association de malfaiteurs. Et donc moi quand j'arrive, en garde à vue en France, non seulement le cauchemar continue, je suis mis en examen pour association de malfaiteurs et puis je suis en détention provisoire. Donc cette incertitude de l'avenir que j'avais connue à Guantanamo se poursuit. Donc on me dit qu'avant de retrouver la liberté, il y a d'autres qui vont couler sous les ponts, mais en plus je suis incarcéré avec la majeure partie des membres de ma famille. Et donc je suis envoyé dans la prison de Fleury-Mérogis, une des plus grandes prisons d'Europe. D'ailleurs, dans la même prison que ma mère, parce que ma mère était aussi à Fleury. Et on va tous rester en prison, toute la famille, comme ça, pendant 2 ans. Alors évidemment, c'est pas facile d'être en prison incarcéré avec sa maman. Alors j'essaie de comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc on m'explique, on me dit, bah oui, ta maman, quand ton frère elle était en Géorgie, tu sais, elle lui a envoyé de l'argent. Et puis ta mère, elle était au courant que ton frère vis-à-vis quand ton frère, elle n'a rien fait. Donc pour nous, elle est complice. Puis ton papa, c'est un imam radical. Bah oui, vous avez piqué dans le djihad. Certainement. Et donc, pour nous, c'est lui, c'est à cause de lui tout ça. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'au bout de 2 ans, on est libéré, chacun son tour. Donc mes parents sont jugés pour association de malfaiteurs, ils sont condamnés. Et ils sont expulsés vers l'Algérie, ils sont victimes de ce qu'on appelle la double peine, condamnation plus expulsion. Où ils sont interdits définitifs du territoire. J'ai mon grand frère qui prend la peine maximale, donc il reste en prison. Et puis moi, je me retrouve en procès. Alors je suis pas fier. Bon, au moins, j'ai l'occasion d'expliquer. Puis je suis content. Je sais que c'est bizarre de dire ça, mais je suis content. Je suis devant le juge, je lui dis, monsieur le juge, je suis content d'être ici. Alors le juge, il n'a rien compris. Il a dit une distillation. Comment il me dit qu'il est content d'être là? Bah oui, moi je suis content d'être là. Là, mon avocat m'a dit, mais Mourad, si t'arrives, tu peux faire ça. À Guantanamo, ça va faire un sacré effet, parce que. Bah oui, vu de France, c'est une contrainte d'être dans un procès, de s'expliquer, la crainte de la sanction. Mais vu de Guantanamo, c'était un luxe. Et moi, j'en avais conscience. Et donc, je suis condamné à 1 an de prison, donc une peine inférieure à ce que j'ai déjà fait en détention provisoire, et puis je suis relaxé en 2e instance. Puis le parquet va faire annuler la relaxe, puis on va se pouvoir en cassation, et puis aujourd'hui on est devant la Cour européenne des droits de l'homme, donc c'est pas terminé. Mais je suis libre. Et donc je me dis maintenant, qu'est-ce que je fais avec tout ça? J'ai ma famille qui est complètement éclatée, j'ai une vie à reconstruire, et donc je décide d'écrire un livre. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça fait du bien de raconter quand on a vécu des choses difficiles. La deuxième, c'est que j'en avais marre qu'on disait de nous qu'on était la famille des terroristes. Non, les choses étaient plus compliquées. Et puis que moi, si j'avais pu me retrouver dans un camp d'entraînement, je voulais expliquer les circonstances dans lesquelles j'avais pu me retrouver dans cette situation. Et que j'étais à des années-lumière de la participation à un projet criminel, même si les apparences, évidemment, jouaient contre moi. Mais surtout, quand j'étais à Fleury-Mérogis, il y avait des jeunes qui venaient me voir, qui me disaient, Mourad, j'ai vu dans les médias que tu étais parti faire le djihad. Et pour moi, tu es un héros. Et quand je vais sortir de prison, je vais faire pareil. Et là, j'ai compris qu'il y avait un problème. Donc j'ai expliqué à ce jeune, mais non, c'est pas ça, t'as rien compris. Non seulement je suis pas parti pour faire le djihad, et puis tu parles du djihad, d'abord, est-ce que tu sais ce que c'est? Moi, je parle. Tu sais ce que j'ai vu, moi, là-bas, c'est pas des gens qui défendaient l'orphelin, non, c'est pas ça. Non, non. J'ai vu des gens qui m'expliquaient que les attentats suicides, c'était bien. Voilà la réalité de ce que j'ai vu. Et les talibans, t'as vu, ils se sont barrés, le jour où les Américains ont bombardé. Voilà la réalité de ces gars. J'essaie de lui expliquer la complexité des choses, cet envers du décor que lui, certainement, n'avait pas conscience. En tout cas, j'avais compris qu'il y avait des gens qui pouvaient s'identifier à mon histoire pour les mauvaises raisons. Et donc, j'ai écrit ce livre, et puis j'ai eu l'occasion de témoigner dans les écoles, notamment, dès 2006, pour raconter ce parcours. C'est ce que je fais depuis toutes ces années.
Alors aujourd'hui, j'ai l'occasion de le faire un peu partout, dans les écoles, en prison, à la rencontre de détenus, pour la protection judiciaire de la jeunesse, des établissements pour mineurs, et puis dans les quartiers avec des associations de terrain, où j'essaye de faire profiter mon parcours. Alors moi, je ne suis pas donneur de leçons, je leur raconte tout ce que je vous ai raconté ici, dans l'espoir qu'au moins ils puissent avoir des outils critiques, au moins pour ne pas absorber de façon aussi facilement cette propagande qu'on leur apporte souvent. Et c'est comme ça que je suis aussi là devant vous, dans la continuité de ce travail que j'ai commencé à faire depuis toutes ces années. Voilà, merci d'avoir écouté.